Farrah Fawcett, la femme qui a autrefois fait admirer le monde avec ses cheveux dorés, son corps sexy et son sourire à faire fondre le cœur. Mais savez-vous qu'au-delà du halo, ce qui l'entourait n'était pas l'admiration, mais l'obscurité froide de la célébrité, de la trahison et d'un amour qui s'est transformé en cauchemar. Suivez-nous pour découvrir des informations peu connues et choquantes à son sujet. Car sur son lit d'hôpital, elle était entourée d'un fils toxicomane menotté, d'un ex-mari abusif et d'un amant obsessionnel qui avait depuis longtemps perdu le contrôle. Ce n'était pas la fin d'une étoile. C'était la vérité que Hollywood voulait enterrer à jamais. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous raconterons la vérité à son sujet. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Farrah Fawcett est née le 2 février 1947 à Corpus Christi, Texas, une petite ville côtière où le soleil et le vent se mêlent pour créer la lumière typique du Sud-Américain. Dès sa naissance, sa mère l'a nommée Farrah, pas un nom chrétien, pas un nom de famille. Elle a un jour dit « Ça sonne comme la lumière du soleil qui scintille sur le métal ». Et il était vrai tout au long de la vie de Farrah que cette lumière était à la fois un don et une malédiction. Dès le lycée, Farrah est devenue le centre d'attention. Elle n'était pas seulement belle, elle brillait aussi d'une manière qui faisait que les gens s'arrêtaient et la regardaient. Chaque année, le lycée de Corpus Christi organisait un vote pour le titre de l'élève la plus belle. Et pendant 4 années consécutives, la gagnante n'a jamais changé. Farrah Fawcett. Cependant, ce qui fait que les gens l'aiment n'est pas seulement sa beauté, mais aussi sa gentillesse, son humilité et sa volonté d'aider les autres. En entrant à l'Université du Texas, beaucoup pensaient qu'elle choisirait l'art ou le théâtre. Mais Farrah a choisi la sculpture, un choix qui a surpris tous ses amis. Elle est si belle. Pourquoi étudie-t-elle la sculpture ? Plaisantait-il. Mais Farrah était très sérieuse. Elle aimait vraiment les formes. Aimait la façon dont les gens créaient des formes artistiques. Puis un jour fatidique, un photographe de l'école a pris quelques portraits de Farrah pour une exposition d'art. La lumière, le sourire et les yeux sur ces photos ont changé la vie de Farrah pour toujours. D'une manière ou d'une autre, ces photos ont trouvé leur chemin vers des agences de mannequins à Los Angeles. Parmi des centaines d'autres jeunes visages, un homme, David Mirich, un manager au regard perçant, s'est arrêté longtemps devant sa photo. Il a dit « Dès que j'ai vu la photo, j'ai su qu'elle était une étoile. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. » Mirich a commencé à appeler, à envoyer des lettres, essayant de la convaincre de quitter le Texas et d'aller à Los Angeles. Mais Farrah hésitait. Le Texas était trop paisible et Hollywood était trop loin et plein de pièges. Elle avait peur que les lumières vives ne la brûlent. Puis ses parents, 2 agriculteurs doux mais avec une forte foi en leur fille, lui ont dit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « Va Farrah, si tu échoues, le Texas est toujours là. » Cette phrase était comme un adieu ainsi qu'une bénédiction. En mai 1968, Farrah Fawcett a quitté le Texas. Dans ses mains, il n'y avait qu'une valise. Dans son cœur, un ciel plein d'espoir. Farrah Fawcett a embarqué dans un avion pour Los Angeles, ne sachant pas que ce voyage changerait non seulement sa vie pour toujours, mais laisserait aussi sa marque sur la culture pop américaine pour les décennies à venir. Elle a séjourné au Hollywood Studio Club, un havre qui avait nourri les carrières de nombreuses jeunes actrices avant elle. Les visages qui avaient traversé cet endroit deviendraient plus tard des légendes. Marilyn Monroe, Rita Moreno, Kim Novak et maintenant Farrah, une blonde du Texas, faisait ses premiers pas sur le chemin que tant de gens avaient rêvé. Pendant la journée, elle courait dans la ville pour des auditions. La nuit, elle s'asseyait près du téléphone, appelant sa mère. « Maman, tout le monde ici est beau, » disait-elle. « Mais je pense que je peux le faire. » Elle a appris à se coiffer, à se maquiller, à poser, à regarder dans l'objectif tout en conservant son innocence. Peu de temps après, Screen Gems Studios l'a repérée parmi des centaines de personnes. De là, Farrah est devenue un visage familier pour des dizaines de marques, de shampoings, de parfums et même de maillots de bain, devenant progressivement une icône de l'Amérique.
Dans les années 1970, au début des jours incertains de sa carrière, une rencontre fortuite a façonné une grande partie de sa vie. Un homme nommé Lee Major. La rencontre fatidique a eu lieu un après-midi ensoleillé à Los Angeles. Elle était assise dans un petit café sur Sunset Boulevard quand un homme s'est approché pour dire bonjour. Son nom était Lee Major, l'acteur montante connu sous le nom de Blonde Elvis. Et quand Farah a levé les yeux, il s'est arrêté. Son sourire a illuminé la pièce. Ils ont parlé, ri, et à la fin de cette rencontre, Major savait qu'il ne la laisserait pas partir. Leur histoire d'amour a rapidement fleuri et est devenue le centre de Hollywood. La presse les a appelés le couple d'or de l'Amérique. Mais sous le halo, Farah n'était encore qu'une nouvelle fille dans la ville, naïve et pleine d'ambition. Major, en revanche, était déjà un nom connu grâce à l'homme de 6 millions de dollars. Lee Major lui a conseillé de se tourner vers le cinéma. Il croyait qu'avec sa beauté et sa naturelle, Farah pourrait devenir plus qu'un simple mannequin, mais une véritable star de cinéma. Et l'opportunité est venue plus tôt qu'elle ne le pensait. En 1970, Farah a été castée dans Myra Breckinridge, une adaptation audacieuse du roman controversé de Gore Vidal. Le film réunissait deux grandes stars, Raquel Welch et la légendaire Mae West. Pour Farah, c'était la première porte d'entrée dans le cinéma. Mais au lieu de cela, cela est devenu la première erreur professionnelle de Farah. Dès le premier jour sur le plateau, elle a été prise dans une lutte de pouvoir entre deux actrices seniors. Mae West, ne voulant pas être éclipsée, a ordonné à Farah de teindre ses cheveux en brun. Immédiatement après, Raquel Welch s'est opposée, exigeant qu'elle revienne au blond. La jeune fille a été tirée en arrière et en avant entre les grands égaux de Hollywood, ne pouvant qu'endurer en silence. Après cela, le film est sorti et a échoué misérablement. La presse s'est moquée. Le public était indifférent. Elle n'était pas amère, juste silencieusement en train d'apprendre à se défendre. Son amour pour Lee Majors était toujours son soutien. Ils se sont mariés et Farah a officiellement pris son nom de famille, Farrah Fawcett Majors. Mais ses problèmes de carrière n'étaient pas encore terminés. En 1976, le photographe Bruce McBroom l'a invité à faire une séance photo en maillot de bain. Farah est arrivée au studio sans maquilleur, sans une grande équipe comme d'autres stars. Elle n'a apporté qu'un peigne, une canette de bière et son sourire. Sans miroir, elle a coiffé ses cheveux au toucher, repoussant les boucles soufflées par le vent. Elle a dit à Bruce « Laisse-moi juste être moi-même ». La séance photo a consisté en 40 photos. Farah en a choisi 6, et une seule a été choisie pour être imprimée. La photo d'elle en maillot de bain rouge, son sourire radieux, qui est devenu emblématique et qui entrerait dans l'histoire. Personne ne s'attendait à ce que la photo se vende à plus de 12 millions d'exemplaires, devienne l'affiche la plus célèbre au monde et transforme Farrah Fawcett en symbole sexuel des années 1970. C'était plus qu'une simple image d'une belle femme. C'était une image de confiance, d'indépendance et de liberté. Farrah, avec ses cheveux dorés par le soleil et son sourire naturel, incarnait parfaitement cet esprit. Cependant, la célébrité vient souvent des tournants les plus inattendus. Cette opportunité est venue lorsque le producteur Aaron Spelling l'a vue jouer au tennis à Beverly Hills. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. « C'est mon ange », a dit Spelling. Le nom de l'émission à l'époque était Charlie's Angels. L'émission mettait en vedette 3 actrices, Farrah Fawcett, Kate Jackson et Jaclyn Smith en tant que détective privée talentueuse et charmante. Parmi elles, Farrah est rapidement devenue l'ange le plus aimé d'Amérique. Mais encore plus célèbre que son personnage étaient ses cheveux. Et en effet, lorsque Charlie's Angels a été diffusé en 1976, toute l'Amérique est devenue folle. 3 belles femmes intelligentes, vêtues de vêtements à la mode, résolvaient des crimes comme de vraies espionnes. Dans une interview, Fawcett a plaisanté. « Quand l'émission était classée 3e, je pensais que c'était à cause de notre jeu d'acteur. Mais quand elle a atteint la première place, j'ai réalisé que c'était probablement parce qu'aucune d'entre nous ne portait de soutien-gorge. » Cette blague capturait parfaitement l'esprit de Charlie's Angels. Audacieux, provocateur et inoubliable. Alors que le public adorait les 3 anges, les critiques
était moins que sympathique. Ils ont inventé le terme « Rock TV », une étiquette péjorative qui se moquait des émissions qui s'appuyaient davantage sur l'apparence des femmes que sur le contenu. Mais personne ne s'en souciait. Des millions de personnes regardèrent l'émission, transformant Charlie's Angels en un phénomène mondial et propulsant Farrah Fawcett vers une superstardom instantanée. Mais derrière le sourire se cachait une réalité différente. Son salaire était la moitié de celui de ses costards. Elle gagnait 2 fois moins que sa costard Kate Jackson. Même si l'image de Farrah était affichée sur toutes les couvertures de magazines, tasses à café et t-shirts, elle ne recevait que 2% des énormes bénéfices des ventes de produits dérivés. Pourtant, malgré sa célébrité, elle était toujours traitée comme un produit. Fawcett savait que sa véritable valeur dépassait de loin les $10 000 par épisode que ABC lui payait. Alors elle a refusé. Fawcett a demandé $75 000 par épisode et 10% des bénéfices des produits dérivés. Mais avant que les négociations ne puissent être finalisées, elle commença à perdre de l'intérêt pour Charlie's Angels. Elle voulait être perçue comme une actrice sérieuse, pas seulement comme un symbole sexuel. Lorsque ABC remarqua qu'elle refusait chaque nouveau projet, ils réalisèrent qu'elle planifiait une évasion. Le problème était que son contrat était toujours contraignant. Fawcett soutint qu'elle avait commencé à filmer avant d'avoir officiellement signé, ce qui signifiait qu'elle avait le droit de se retirer. ABC n'était pas d'accord, et ainsi commença une âpre bataille juridique. Entre les 2 saisons de Charlie's Angels, les négociations s'éternisèrent pendant des semaines dans une atmosphère tendue. Alors que les avocats des 2 camps argumentaient sans fin, Fawcett cherchait discrètement de nouvelles opportunités dans l'industrie cinématographique. Elle était sur le point d'obtenir le rôle principal dans Foul Play, une comédie romantique avec le comique Chevy Chase, lorsque tout s'effondra. ABC menaça de poursuivre en justice tout studio qui oserait l'embaucher. Horrifiés, les producteurs se retirèrent immédiatement et donnèrent le rôle à Goldie Hawn. Cette perte dévasta Fawcett. Son rêve de réussir au cinéma, si proche qu'elle pouvait presque l'atteindre, s'évanouit. Enfin, pour échapper aux griffes du réseau. Elle n'eut d'autre choix que de retourner à la table des négociations et d'accepter des conditions encore plus sévères. Elle finit par obtenir le rôle principal dans Somebody Killed Harris, aux côtés de Jeff Bridges. Les attentes étaient élevées et le film fut vendu pour plus d'1 million de dollars avant sa sortie. Beaucoup croyaient que ce serait le lancement réussi des carrières cinématographiques des Blonde Angels. Mais à sa sortie, ce fut un échec. Les critiques le dénigrèrent sans pitié. Un titre de presse se moquait même en disant « Quelqu'un a tué sa carrière ». Ce n'était pas le début que Fawcett avait imaginé pour son ère post-Charlie's Angels, et tragiquement, les conséquences ne faisaient que commencer. Après avoir quitté Charlie's Angels, Farrah était désespérée d'être reconnue, non seulement pour ses cheveux blonds ou son sourire radieux, mais pour son véritable talent d'actrice. Ainsi, en 1979, elle tenta sa chance avec Sunburn, un film qu'elle espérait marquer un tournant majeur dans sa carrière. Mais au lieu d'une renaissance, cela s'avéra être une chute douloureuse. Sunburn fut un désastre au box-office, et le nom de Farrah Fawcett devint soudainement synonyme d'une étoile déclinante. Refusant d'abandonner, Fawcett passa à son projet suivant, Saturn III. Avec la légende d'Hollywood Kirk Douglas, elle devint une star grâce à sa renommée de Charlie's Angels et à son emblématique affiche en maillot de bain rouge. Mais cette célébrité avait un prix. Les producteurs la forcèrent à réaliser une scène nue, ce qui la laissa embarrassée et impuissante. La tension s'aggrava lorsque le réalisateur fut brusquement renvoyé en plein tournage. Douglas, connu pour son grand ego, prit lui-même les rênes de la réalisation, transformant le plateau en une cocotte-minute chaotique. Dans une scène troublante, il étala de la terre sur le corps de Farrah pour créer un sentiment de réalisme, insistant sur le fait que c'était nécessaire pour l'art. Pour Fawcett, ce fut l'une des expériences les plus humiliantes de toute sa carrière. Mais la douleur ne s'arrêta pas là. Lorsque Saturn III sortit en salle, les critiques le dénigrèrent. Ils qualifièrent sa performance de superficielle, son personnage d'inhumain, et le film lui-même de désastre cosmique. Fawcett reçut une nomination au Razzie pour la pire actrice, un coup dur pour quelqu'un qui avait été la fille en or de la télévision.
Elle fut même honorée de 2 nominations aux Stinker Awards, comme si Hollywood lui-même conspirait pour la mettre de côté. Pendant ce temps, son mariage autrefois parfait avec Lee Major s'effondrait. Les jours où elle prenait congé pour des raisons de santé étaient en réalité des jours où elle ne pouvait supporter le poids de sa vie personnelle en déroute. Enfin, en 1982, le couple divorça, fermant l'un des chapitres les plus douloureux de la vie de Farrah Fawcett. Ayant perdu à la fois sa carrière et son mariage, Fawcett tenta de se réinventer avec un rôle secondaire dans The Cannonball Run, une comédie d'action qui mettait en vedette certaines des plus grandes stars d'Hollywood. Ironiquement, au lieu de l'aider à se débarrasser de l'étiquette de symbole sexuel, le film la ramena à l'image dont elle cherchait à s'échapper. Encore une fois, elle fut nominée pour un Razzie, et il semblait que tout Hollywood pensait que Farrah Fawcett n'était digne que de beauté. Mais elle refusa de laisser son passé la définir. Lorsque l'industrie cinématographique lui tourna le dos, elle retourna là où tout avait commencé, la télévision. En 1981, Murder in Texas marqua un retour prudent mais prometteur. Le public accueillit chaleureusement le film, et pour la première fois depuis des années, les gens cessèrent de se moquer d'elle. Ils commencèrent à voir plus qu'un joli visage, mais une femme déterminée à prouver sa valeur. Puis, en 1984, elle prit le rôle principal dans The Burning Bed, un drame basé sur l'histoire vraie d'une femme qui, après des années de violence domestique, mit le feu à son lit alors que son mari était encore dedans. L'intensité émotionnelle brute de sa performance marqua un départ audacieux et radical de ses précédents rôles glamour. Les critiques et le public furent stupéfaits. Un critique l'appela l'un des plus grands drames télévisés jamais réalisés. La performance troublante de Fawcett lui valut une nomination au Primetime Emmy, cimentant enfin son statut d'actrice sérieuse. C'était un énorme pas en avant pour sa carrière. Pourtant, derrière ce sourire radieux, celui qui illuminait autrefois chaque écran, se cachaient de profondes fissures émotionnelles. Ce furent ces blessures qui lui permirent d'apporter une telle honnêteté brutale à ses rôles de femme brisée et résiliente. Car dans la vie réelle, Farrah elle-même avait enduré des années de chagrin et de tourments dans sa relation avec l'acteur Ryan O'Neal. Leur histoire d'amour tumultueuse s'étendit sur près de 2 décennies, de 1979 à 1997. Le film lui-même est rempli de ruptures et de réconciliations. Ils eurent un fils ensemble, Redmond James O'Neal, né en 1985, produit de leur amour, mais aussi le lien qui les unissait à travers la souffrance partagée. Farrah était au sommet de sa gloire, tandis qu'O'Neal se noyait dans son propre chagrin. Elle découvrit qu'il avait une liaison avec le mannequin Leslie Ann Stevenson. Et au lieu de ressentir des remords, il justifia froidement cela en disant que Stevenson était comme une fille pour lui. Lorsqu'il fut confronté, O'Neal blâma la femme qui l'aimait tant, affirmant que le corps de Fawcett avait perdu son attrait avec l'âge. Pour quelqu'un autrefois salué comme l'incarnation de la beauté, ces mots étaient une profonde et brûlante blessure. La relation s'effondra, mais la douleur qu'elle laissa derrière elle devint l'inspiration pour certaines de ses performances les plus puissantes. Des femmes qui tombaient, mais refusaient de s'allonger. Malgré la douleur, Fawcett trouva une nouvelle identité artistique en incarnant de vraies femmes, des survivantes, des guerrières, des porte-paroles de la vérité. Elle prouva qu'elle était plus qu'un simple ange blond, mais une actrice sérieuse et intrépide. Et puis, elle fit l'inattendu. Elle accepta de poser pour le magazine pour hommes de Hugh Hefner. À 50 ans, Farrah Fawcett voulait prouver que l'âge ne peut jamais étouffer l'attrait d'une femme. Lors d'une séance photo audacieuse, accompagnée d'une vidéo d'art expérimentale, elle utilisa son propre corps comme pinceau, peignant des coups de pinceau libres et expressifs sur une toile. Une partie déclaration artistique, une partie déclaration du droit des femmes à vivre authentiquement. Mais le monde n'a jamais été bienveillant envers les femmes qui osent être différentes. Lorsqu'elle apparut dans l'émission de David Letterman pour promouvoir le projet, le public à peine reconnut la star radieuse qu'ils admiraient autrefois. Fawcett monta sur scène, semblant nerveuse, son discours hésitant et décousu. Bien que ses mots aient du sens, ses gestes semblaient étranges, alimentant les rumeurs selon lesquelles elle était sous l'influence de drogue.
Les tabloïds se jetèrent sur elle, déchirant son image. La femme qui avait autrefois captivé l'Amérique était maintenant ridiculisée en direct à la télévision. Fawcett nia publiquement les allégations, mais personne ne comprenait vraiment ce qui se passait en elle.